Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, fuite de gasoil à Hann-Bel-Air. Le carburant s'est mélangé avec les eaux de pluie stagnantes et pour éviter la catastrophe, plusieurs familles ont été évacuées. Les détails dans cette édition. Disparition de pirogues sénégalaises en mer. Les pêcheurs artisanaux de Saint-Louis prônent la mise en place du programme de géolocalisation. Ils ont tenu une assemblée générale à Gandiol dans le Nord. Et puis à suivre le reportage de ce 20h, le business des fleurs au marché Kermel. Vous le verrez, ce secteur aussi n'est pas épargné par le dérèglement de l'économie mondiale. Reportage à suivre. De carburant proviendrait des pipelines de la Société africaine de raffinage, une situation déjà connue dans le passé à Thiaroye-sur-Mer notamment, mais cette fois ce sont les populations de Hann-Bel-Air qui sont concernées. L'échappée de carburant s'est mélangée avec les eaux de pluie stagnantes et pour éviter la catastrophe, plusieurs familles ont été obligées de quitter leur domicile. Voyons tout cela avec Pape Faranig et Tierno Laurent Mendy. Danger de mort à Yarakh, à la hauteur du CM Hann, comme on peut le constater, des fuites d'hydrocarbures mélangées aux eaux de pluie. La respiration devient difficile pour les riverains qui pointent du doigt le pipeline de la SAR. Nous sommes confrontés à cette situation à chaque hivernage. Le gasoil envahit nos maisons. Certainement, il y a une fuite au niveau du pipeline de la SAR. C'est un vrai problème de santé. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui jouent par là et parmi eux, il y a des asthmatiques et autres. C'est un danger. Une bombe à retardement ayant déjà provoqué un incendie dans ce garage mécanique. Beaucoup de dégâts matériels et le déplacement de certains habitants. Le propriétaire de cet atelier a perdu 3 moutons. Un bœuf est également mort à cause de cette situation. L'autre jour, il y a eu même un incendie qui s'était déclaré ici. Nous avons évacué tout le monde à Rufisque. Moi, je ne peux pas partir à cause des jeunes qui sont là. Nous ne pouvons même pas cuisiner. On nous donne à manger. Les autorités administratives et locales étaient sur les lieux au chevet des habitants. Le gouverneur de Dakar annonce de fortes mesures pour éviter le pire. Les hébergeants au niveau du CEM, effectivement, il y aura des mesures d'accompagnement. Donc, en relation avec toujours la SAR, un appui leur sera apporté. Un appui pour qu'ils puissent effectivement préparer les repas et autres. Ensuite, toutes les commodités seront mises à leur disposition. Assurer la couverture sanitaire en relation avec le médecin-chef du district. Toujours en relation avec les autorités de Hann, notamment le commandant de brigade et le chef de la section environnementale de la gendarmerie, faire cesser les activités qui présentent des risques au niveau du site, notamment les garages de mécaniciens et autres là, qui vont devoir suspendre leurs activités. Le préfet va prendre l'arrêté dans ce sens. Une bombe écologique à Yarakh, un quartier où les populations font déjà face aux inondations. Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers, le problème demeure toujours. Les eaux stagnantes envahissent la route de Rufisque, rendant difficile la circulation. Vu les prévisions météorologiques cette année, la situation risque d'être particulièrement éprouvante. Et pour le maire, Babacar Mbengue, les populations les plus exposées devront inévitablement quitter les lieux. Le voici avec Pape Faranig. On ne sait pas à quoi cela est dû. Nous étions là avec nos équipes hier jusqu'à 1h du matin, 2h du matin. On s'était rendu compte que c'était devenu invivable. Donc la mesure qui vient d'être prise, c'est d'évacuer déjà tous les occupants de la zone. Mais c'est pour dire et alerter que cette année, en tout cas, nous allons avoir une situation très difficile. En tout cas, une situation difficile parce que d'ici les 2 prochains mois, il est impossible de faire des études et faire des travaux. Réhabiliter, en tout cas, le bassin de la zone de captage, refaire le mur de la Sénélec, revoir un dysfonctionnement ou même mettre
une station de pompage, il faut être réaliste, c'est impossible. La seule chose qui est possible aujourd'hui, c'est de mettre en place un dispositif de pompage performant qui permettrait de soulager assez rapidement à chaque fois qu'il va pleuvoir et que dans un temps réduit, très court, que nous puissions évacuer les eaux. L'avantage que nous avons ici, c'est qu'en linéaire, nous sommes à moins de 500-600 mètres. 600 mètres quand je prends le Bellevue, la cité Bellevue, par rapport en tout cas à la baie de Hann. Assemblée générale à Thiès des agents contractuels du ministère de l'Action, de la Santé et de l'Action sociale. Ils dénoncent le recrutement tardif des camarades. Certains ont exercé 10 ans sans être recrutés dans la fonction publique. Ils exhortent l'État à respecter ses engagements. Cheranta Diop, c'est la tire. Ils sont venus de toutes les régions du pays. Ces contractuels du système de santé sont à Thiès pour se pencher sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Les contrats de travail, les indemnités, bref, leurs conditions de travail. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'au niveau des structures sanitaires, les plus lointaines, des gens de santé vraiment travaillent là-bas, des conditions vraiment difficiles. Ensuite, nous avons le problème des contrats actuels ISMEA. Donc, tu dois faire 3 années de contrat. Donc, si le contrat n'est pas renouvelé, ils sont obligés vraiment de rester sans travail. Il y a les contractuels communautaires qui sont contractualisés par les CDS au niveau des structures sanitaires. Donc, qui ont fait 10 ans ou bien 5 ans de contrat sans pouvoir intégrer le ministère, le COBRA du ministère de la Santé. Ça aussi, nous voulons que le ministère de la Santé puisse y apporter des solutions. Sur les indemnités, beaucoup d'irrégularités ont été notées selon ces travailleurs contractuels de la santé. Donc, il y a des irrégularités de ces indemnités-là, du respect des accords. Pour vous dire qu'il y a des contractuels comme les agents administratifs qui n'ont reçu aucune indemnité, de même que les chauffeurs. Parmi aussi les contractuels COBRA. Le médecin-chef de la région médicale de Thiès est venu présider la rencontre. Ils n'ont pas fait de discernement. Ils ont réuni l'ensemble des agents contractuels du ministère de la Santé, quel que soit le niveau, que ce soit du chauffeur, du brancardier, l'infirmier, le médecin. Donc ils ont réuni tout le monde pour pouvoir justement discuter de leur avenir. Le médecin-chef de région a dit toute la disponibilité des autorités sanitaires à accompagner des initiatives de ce genre. Merci Cheranta. L'autre grand titre de cette édition, disparition de pirogues sénégalaises en mer. À Saint-Louis, les pêcheurs artisanaux prônent l'expérimentation du programme de géolocalisation. Ils ont tenu une assemblée générale à Gandiol, c'est dans le nord. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Sek. Les membres de l'Union régionale des pêcheurs artisanaux de Gandiol se sont retrouvés à Mouyit pour mettre en place leur nouveau bureau. Occasion saisie par ces professionnels de la mer pour réclamer la réorganisation de la pêche industrielle afin de limiter l'arrivée des bateaux de pêche étrangers. Il faut une réorganisation du secteur de la pêche. Le ministre de la Pêche doit arrêter les contrats allant de 1 à 3 ans. Il faut plutôt vendre aux bateaux étrangers par tonnage. Mais également, toutes les espèces pêchées doivent être prises en compte dans le tonnage et le décompte. Pour le président de l'Union nationale des pêcheurs artisanaux, Macoumba Gueye, le secteur vit ces derniers jours. Il a aussi évoqué la question des pertes énormes des pirogues sénégalaises en haute mer. Pour la résolution de tous ces problèmes, les pêcheurs demandent au président Macky Sall de faire un bon choix pour le poste de ministre de la Pêche lors du prochain remaniement. Aujourd'hui, nombreux sont les pêcheurs qui disparaissent en mer. Il y a des appareils de géolocalisation qui peuvent arrêter cela. Nous demandons au président de la République de faire le bon choix, un bon casting pour le poste de ministre de la Pêche. On doit choisir celui qui est intéressé par le secteur et qui est prêt à l'améliorer. L'Union régionale des pêcheurs artisanaux de Gandiol a été créée il y a de cela 3 ans. Pour les anciens, cette association est une tribune qui permettra aux pêcheurs de discuter du bien-être de tous les acteurs. Cette organisation n'est là que pour l'intérêt de la pêche et de tous ses acteurs. Nous voulons que les droits des pêcheurs soient respectés. Les pêcheurs étaient venus de plusieurs villages de la zone pour assister à cette assemblée générale qui a été tenue dans le village historique de Mouyit pour se faire entendre. Parlons environnement, plus de 2150 arbres ont été implantés sur les carrières se trouvant dans la forêt classée de Thiès à l'occasion de la célébration de la journée de l'arbre. Cette localité qui connaît d'énormes difficultés avec les fortes précipitations de ces derniers jours, d'où le choix de ce site. Et selon le directeur
général de la déforestation et de la Grande Muraille Verte, il faudrait impérativement restructurer les forêts qui pourront absorber facilement les eaux de pluie. Reportage Fatima Touré et Tierno Laurent Mendy. C'est sur cette grande carrière de 50 hectares que la journée de l'arbre a été célébrée. 2150 plantes au total ont été implantées à l'occasion de cette journée. Le caïcédra est l'arbre parrain de cette année à Thiès, un choix de la localité, pas du tout fortuit. Thiès est en train de connaître aujourd'hui un problème dû à un dérèglement hydrologique, dû à un changement de la toposéquence du plateau de Thiès, dû principalement à des travaux géologiques, mais aussi à une disparition du couvert végétal. Donc nous avons pensé récupérer cette carrière qui était abandonnée, refaire une forêt. Nous avons aujourd'hui la forêt classée de Thiès, c'est elle qui retient les eaux de pluie qui viennent des plateaux, par exemple, tout environnant, un peu de Dakar, de Mont-Roland, etc. etc. C'est cette forêt qui absorbe ces eaux de pluie et qui empêche la ville de Thiès d'être inondée. Il est assez important de la réhabiliter, de la reboiser. C'est assez important. Avec l'effet du changement climatique, il faudrait que les Sénégalais aient l'habitude de faire du reboisement, alerte le directeur de l'Agence sénégalaise de la déforestation et de la Grande Muraille Verte. C'est assez important de comprendre deux choses. La première chose, c'est chacun de nous doit s'y mettre. Parce que l'impact du changement climatique nous affecte tout en chacun. Donc ce n'est pas simplement du ressort de l'État ou du gouvernement de reboiser, mais chacun de nous doit s'y mettre. Et nous devons commencer par nos propres concessions avec des arbres fruitiers, des arbres ombragés, les rues dans lesquelles, au niveau de nos quartiers, nous devons les reboiser. Mais ce qui est important, c'est de les protéger aussi et aussi de s'occuper de ces arbres-là. Ce sont des vies et il faut les arroser. Donc ça, c'est assez important. Si chacun de nous s'occupe de sa concession et s'occupe de la petite parcelle qui traverse la rue devant sa maison, eh bien le Sénégal devient une forêt. Près de 800 jeunes qui font partie du programme Réundaouni ont pris part à cette journée de reboisement. Cet étudiant en aménagement et gestion des aires protégées salue l'initiative. Toutes les forêts classées du Sénégal sont menacées à cause des dégradations, des coupes abusives, de la dégradation des sols et d'autres facteurs. Donc c'est important de reboiser tout le temps, Pour empêcher les catastrophes naturelles, en l'occurrence les inondations notées ces derniers jours, aménager des forêts qui auront pour rôle d'absorber ces eaux de pluie est l'ultime solution, selon la direction des eaux et forêts. Merci Fatima. Et puis en politique, nous allons vers une assemblée nationale où les batailles seront rudes, selon l'ancien président de groupe parlementaire Doudou Wade. Ce dernier estime que déjà pour la composition du bureau, ça ne sera pas plus comme avant. Pouvoir et opposition vont se partager les sièges. Mieux, il est d'avis que le problème de l'absentéisme sera réglé sans même recourir au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Voilà tout cela avec Alassane Ba et Mohamed Dieng. La situation, elle est inédite. L'opposition obtient pour la première fois dans l'histoire du Sénégal depuis 1960 une représentativité aussi importante au sein de l'Assemblée nationale. Les choses risquent d'être très serrées à en croire cet ancien parlementaire. La majorité qui avait 125 députés aux dernières élections se trouve aujourd'hui avec 82 députés. Cela veut dire qu'on a perdu 40 et quelques députés. C'est important. Et dans l'opposition, deux partis se partagent 80 députés. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous allons vers une situation extrêmement serrée du point de vue de l'organisation de l'Assemblée, notamment sur la répartition des charges et des fonctions. Sur la répartition des vice-présidents, des questeurs et autres sur le bureau de l'Assemblée, ça va être très très tenu. Mais dans tous les cas, des manœuvres se feront. Et cette situation qui s'offre à nous dépendra aussi de deux cas de figure. Si d'abord la coalition Benno Bokk Yakaar ne crée pas des candidats dans son propre groupe, il faut l'envisager. Il faut envisager que dans l'histoire du Sénégal, 2 fois de suite, il est apparu à l'Assemblée des candidats imprévus. Surtout que dans l'APR, il y aura des députés qui peut-être ne souhaiteraient pas retourner au gouvernement, c'est certain, et que d'éventuels députés candidats à l'élection présidentielle sera. Donc c'est imprévu. Dans les deux autres cas, que dans Wallou
comme dans Yehui, il y a effectivement à l'horizon des candidatures pour lesquelles il faut se battre. Aussi, par ce fait, 82 pour Benno et 80 pour Yehui Wallou, 3 députés seront à situer. Mais depuis hier, les Sénégalais doivent retenir que Thierno Alassane Sall s'est déclaré dans l'opposition. L'ancien président du groupe parlementaire Souvad imagine de rudes batailles au sein de cette 14e législature. Voilà une assemblée dans laquelle personne n'a le droit d'être en retard et personne n'a le droit de s'absenter. L'absence est un vote ou contre l'opposition ou pour l'opposition, ou contre le pouvoir ou contre le pouvoir. Il y a une obligation d'être présent. S'agissant des débats, Doudouvad estime que le pouvoir sera obligé de trouver des compromis et c'est valable pour toutes les lois qui seront à l'Assemblée nationale. Toute autre chose, lutte contre le trafic de migrants. 143 candidats à l'immigration clandestine arrêtés en une nuit entre Nianing et Fimela. Les brigades de Nianing et Fimela ont mené séparément des patrouilles dans la nuit du 6 au 7 août. Des opérations qui ont permis de mettre la main sur des candidats à l'immigration clandestine de nationalité sénégalaise, guinéenne, mais aussi bissau-guinéenne. Le récit d'Aminata Mbarisso. Sur ces images, des candidats à l'immigration clandestine. Ils sont arrêtés entre Nianing et Fimela à bord de véhicules 4x4 de transport en commun. Dans la nuit du 6 au 7 août 2022, lors d'une patrouille effectuée sur l'axe Sambadia-Joal, les éléments de la brigade de Fimela ont interpellé 2 véhicules de transport en commun qui avaient à bord 75 candidats à l'immigration clandestine. 2 opérations menées séparément entre Nianing et Fimela. Elles ont permis d'arrêter au total 143 individus, tous en partance pour l'Espagne. Ces individus ont pris départ à Diamniadio, à destination de Fatick, pour prendre une embarcation en partance vers l'Espagne. Les candidats arrêtés sont de nationalités différentes, notamment des Sénégalais. Ils ont été conduits à la brigade pour enquête. Le lendemain, poursuivant nos investigations, 2 autres candidats à l'immigration clandestine ont été interpellés dans le village de Mbissal, ce qui porte le nombre à 75, dont 36 Sénégalais, 24 Guinéens et 15 Bissau-Guinéens. Aux dernières nouvelles, un des convoyeurs a été arrêté. Venons-en à notre reportage du jour. La crise mondiale impacte aussi le business des fleurs au marché Kermel. Les fleurs importées se font rares, se plaignent les vendeurs. À cela s'ajoute la rareté des clients, sauf les plus fidèles. Reportage Mariem Diaye et Tierno Laurent Mendy. En ces temps qui courent, difficile pour les fleuristes établis au marché Kermel d'avoir de la marchandise. Le produit provient généralement de très loin. Certaines variétés viennent de nos propres champs, d'autres sont importées. Celles que nous avons aujourd'hui nous viennent d'Italie, d'autres du Kenya et de la Suisse. Pourtant, il fut un temps où la marchandise était plus accessible, des fleurs étaient cultivées même aux maristes. Il y avait les champs de nos parents aux maristes. Ils sont remplacés par des maisons aujourd'hui. Et on nous a payé en deçà de leur valeur réelle. Nous avons aujourd'hui des difficultés pour avoir d'autres espaces. Et l'eau du lac n'est pas assez pour l'arrosage. À cette époque aussi, les fleurs s'écoulaient plus facilement. Les affaires marchaient très bien avant. Le marché ouvrait ses portes à 8h pour les fermer à 12h30 et à l'heure de la fermeture, tout était déjà vendu. Contrairement à nos jours où la clientèle se fait désirer. Les clients se font rares. Parfois, nous avons des commandes lors des mariages. Ma clientèle est majoritairement composée de Libanais. Autre problème, la conservation du produit. Un vrai défi pour les commerçants du marché Kermel. Nous avons des problèmes pour conserver nos fleurs parce que parfois c'est nos fournisseurs qui nous aident à les garder. Mais souvent, il n'y a pas assez de place. Si vous passez à Kermel, pensez à faire un tour chez ces marchands de fleurs et repartez avec de beaux bouquets de fleurs.
et sourire aux lèvres. Merci Mariem. La construction du monument de Renaissance attribué au sculpteur Ousmane Sow par le guide du routard, une diffamation selon la famille du sculpteur. Sa fille, Marina, directrice de la maison Ousmane Sow, s'offusque des contre-vérités relatées dans l'ouvrage et des propos irrévérencieux proférés à l'encontre du monument de la Renaissance et des autorités sénégalaises, dont le président Wade. Elle vient de lancer une pétition sur le net afin de pousser la maison française Hachette, éditrice du guide du routard, à rétablir la vérité. Voyons tout cela avec Sarah Cissé. Sur la deuxième colline s'élève le monument dédié à la Renaissance africaine. Inauguré en 2010, il a fait couler beaucoup d'encre et de salive, voulu par Ablaye Wade et exécuté par le grand sculpteur Ousmane Sow, entre parenthèses, qui s'est ensuite brouillé avec Wade. Donc là, peut-être que la personne qui a écrit l'article était là au moment où ils se sont brouillés. C'est peut-être lui aussi qui était là quand on a réalisé la sculpture, puisqu'il attribue la réalisation à mon père. Voilà, on démarre par un tissu de mensonges. À la maison Ousmane Sow où nous l'avons trouvée, Marina Sow n'en revient toujours pas. Avec dépit, elle parcourt les propos diffamatoires publiés dans le guide du routard à l'encontre du sculpteur Ousmane Sow. Un collectif d'imams critiquant l'apparence dénudée de la femme représentée et le caractère non islamique de l'ensemble. Après avoir adressé des courriers sans suite au routard, la fille du sculpteur et non moins académicien des Beaux-Arts de Paris a décidé de porter le combat sur les réseaux sociaux. Elle vient de lancer une pétition. Mon premier objectif, c'est 1000 signatures. J'espère qu'on les dépassera largement. Mais en tout cas, si on atteint les 1000 signatures, j'irai moi-même à Paris déposer la liste des signataires au groupe Hachette et au routard. Voilà, donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu, suite à la pétition, les commentaires qui... Il faut dire que le routard n'y est vraiment pas allé de main morte pour non seulement diffamer le sculpteur, mais aussi et surtout entacher la promotion d'un des sites touristiques parmi les plus visités de la capitale sénégalaise. On ne peut pas, encore une fois, laisser un guide sorti, fût-il le guide du routard, fût-il les éditions Hachette, fût-il le groupe Bolloré. Moi, tout ça, ça m'est complètement égal. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que quand on parle de mon père, on dit des choses justes. Déterminée à préserver la réputation de son défunt père, la directrice générale de la maison Ousmane Sow espère tout de même que l'État en fera autant pour sauvegarder l'image du Sénégal. Nous, on mène le combat sur le volet qui concerne Ousmane Sow. J'espère que les autorités se sentiront concernés. À un moment donné aussi, il faut que nous, Africains, nos États, aient suffisamment de fermeté pour qu'on ne se laisse pas comme ça piétiner et dire des contre-vérités. En 24 heures, Marina Sow a déjà collecté 220 signatures. La famille Sow veut aboutir au retrait des guides déjà en circulation et n'exclut pas d'attaquer en justice les éditions Hachette pour obtenir gain de cause. Merci Sarah. Dans l'actualité internationale, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Burkina Faso et la Guinée, où le gouvernement de la transition a mis un terme à l'existence du FNDC, le Front National pour la défense de la Constitution. Le récit de Daniel Diouf. Le Front National pour la défense de la Constitution a été dissous par le gouvernement de transition. Il lui est reproché d'organiser des manifestations armées sur la voie publique et d'agir comme un groupe de combat ou une milice privée. L'organisation était à l'initiative des manifestations organisées les 28 et 29 juillet, interdites par les autorités et soldées par la mort de 5 personnes. Une manifestation pour dénoncer la gestion unilatérale de la transition. Ce lundi, le Front, constitué d'une coalition de partis, syndicats et organisations de la société civile, a appelé à une nouvelle manifestation contre la junte le 17 août prochain. Élection générale au Kenya ce mardi. Plus de 22 millions d'électeurs appelés aux urnes pour voter pour des élus locaux, notamment des gouverneurs, des sénateurs, des députés, mais aussi pour leur futur président de la République. Un duel entre William Ruto, vice-président sortant, et Raila Odinga qui brigue le fauteuil présidentiel pour la 5e fois. Longtemps resté le visage de l'opposition des décennies durant avant de se rapprocher ces dernières années du pouvoir. Il est le candidat du président sortant, Uhuru Kenyatta, atteint par la limitation de 2 mandats successifs. Un troisième candidat, un riche homme d'affaires, se pose en porte-parole des débrouillards.
Et puis un quatrième candidat, ce jeune Massaï de 34 ans, c'est pour faire entendre la voix de sa communauté qu'il a décidé de se présenter aux élections locales. Les bureaux de vote ont fermé à 14 h temps universel. Le taux de participation était alors de 56%. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a conclu lundi avec les syndicats un accord de trêve sociale de 5 ans dans le secteur public en échange de hausse de primes et du paiement d'arriérés de salaire aux fonctionnaires. L'accord prévoit sur la période 2022-2027 le paiement de 1100 milliards de francs CFA à 254 000 agents de l'État. Des efforts financiers qui visent à apaiser le climat social, a déclaré le Premier ministre Patrick Hachi lors de la cérémonie de signature de l'accord à Abidjan. De leur côté, les syndicats se sont engagés à respecter la trêve sociale convenue pour la stabilité du pays, en privilégiant la voie du dialogue. Et puis une dizaine de civils, dont 4 supplétifs de l'armée, ont trouvé la mort lundi lors d'une attaque de djihadistes présumée dans le nord du Burkina Faso, où la localité de Simma, dans la province de Yatenga, a été la cible d'une attaque terroriste, a indiqué une source sécuritaire. L'attaque a été confirmée par un responsable local des volontaires pour la défense de la patrie, encore appelés des supplétifs civils. Merci Daniel. Et puis en mot de sport, compétition interclub, le Casa Sport connaît ses adversaires au tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Le club de Ziguinchor va rencontrer au premier tour la jeunesse sportive de Kabylie, un club algérien, au mois de septembre. Et puis l'AS Jaraaf, qui doit représenter le Sénégal à la Coupe CAF, ne fait pas partie des clubs qui disputeront les tours préliminaires. Cher Sadibou Diarra. Le Casa Sport va rencontrer la jeunesse sportive de Kabylie d'Algérie au premier tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le club de Ziguinchor reçoit à l'aller, prévu entre le 9 et le 11 septembre prochain. Le retour, c'est en Algérie, entre le 16 et le 18 septembre prochain. Le club qualifié va rencontrer au second tour le vainqueur entre ASCO du Togo et FC Nouadhibou de la Mauritanie. Des rencontres prévues dans la première quinzaine du mois d'octobre prochain. L'ASC Jaraaf, choisi pour représenter le Sénégal, par contre ne figure pas au tableau du tirage au sort des tours préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine de football. Difficile pour le moment de dire qu'est-ce qu'il explique. Le club de la Médina a été choisi pourtant par la Fédération sénégalaise de football au détriment de l'Étoile Lusitana, finaliste malheureuse de la dernière édition de la Coupe du Sénégal. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Papa Abdoulaye et son invité pour la deuxième partie de Soir d'Info. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.